Bonjour à tous, je suis le professeur Éric Constant de l'Université catholique de Louvain et je vous invite aujourd'hui à une séance sur la sémiologie des troubles de l'humeur. Alors c'est quoi la sémiologie des troubles de l'humeur? La sémiologie, vous le savez, c'est l'analyse des signes et des symptômes des affections que nous traitons. Et je vais vous montrer qu'en psychiatrie, il y a aussi une sémiologie à laquelle il faut s'intéresser. C'est très important pour essayer de comprendre de quoi souffrent nos patients. Nous allons travailler avec des petites séquences vidéo de quelques minutes et je vais vous demander de focaliser votre attention sur certains aspects de sémiologie, plus précisément sur 3 aspects. Le premier concerne les affects. Les affects, c'est quoi? C'est la tonalité affective des pensées. Dans quel état émotionnel est la personne lorsqu'elle s'exprime? Deuxièmement, le contenu de la pensée. Le contenu de la pensée, ce sont les idées qui sont présentées par la personne. Et troisièmement, le cours de la pensée. Est-ce que le cours de la pensée, il est logique? Est-ce que le discours, il est décousu? Est-ce qu'il y a des persévérations, etc. Ça, c'est plutôt la musique, la mélodie dans le discours. Je vous invite à commencer à voir une première séquence vidéo de quelques minutes et puis nous reprenons notre analyse ensemble. Mais parlez-moi un petit peu de cette impression que vous avez que vous n'êtes pas heureuse, que vous n'avez jamais été heureuse. Enfin, moi je vous connais bien, madame, ça fait quand même 20 ans que je vous suis bientôt. Pas quand même tout à fait, mais enfin, pas tout de même tout à fait, mais non. J'ai jamais d'autre, j'ai toujours été sensible. Puis je ne suis pas méchante. Et le monde n'est pas bon. Et puis les poids, ils sont pas bons pour les gens sensibles. Ils les font souffrir. Et ça, ils m'ont fait souffrir, hein, je vous assure. Où je travaille et partout où j'ai été. J'ai été heureuse jusqu'à 16 ans avec mes parents. Mais sitôt que j'ai pris mon travail, et alors là, j'en ai bavé pendant 41 ans. Hein. Ah, j'en ai bavé. Ah, ils m'en ont fait voir. Et puis, il faut dire une chose, hein, une femme n'est pas une femme, c'est un moule de veau. Et puis pas autre chose pour un homme. Pour certaines catégories. Et puis, il y a tout là-dedans. Vous êtes vraiment d'un pessimisme aujourd'hui, et même d'une agressivité. Ah oui, je suis agressive. Mais envers qui? À qui avez-vous envie de vous en prendre là aujourd'hui? Les hommes. On a trop souffert par eux. Ils m'ont trop fait voir. Ils m'ont trop cavalé après pour s'amuser de moi comme d'une... avec mon mari. Avec mon mari qui a été gentil. Mais dites-moi, le matin, quand vous êtes au fond de votre lit, vous avez envie d'y aller à votre travail ou vous avez envie de rester au fond de votre lit? Envie de rester dans mon lit. Pas bouger. J'ai envie de ne pas bouger. Oui. De rien faire. De rien faire. Voilà, de rien faire. Vous n'avez jamais eu envie de vous suicider, en fin de compte? Jamais. Mais ça, je ne rêve... Comme disait Sainte Thérèse, je ne veux pas mourir, je vais à la vie quand elle est morte. Je crois qu'à ça. La vie terrestre, elle est néante. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se lève le matin, on prend son petit déjeuner, on passe son temps à manger. D'abord, moi, j'aime pas ça. Puis alors, vous savez, écoutez, manger, qu'est-ce que c'est? On mange. Allez, envie, manger, et puis le reste, voilà, c'est tout ce qui compte hein, pour les hommes. Pour les femmes et les hommes, moi je dis pas. Puis alors, des mélanges, c'est tout, simplement ça. Mais dites-moi, la journée se passe et quand même, en fin de journée, vous vous sentez mieux. J'ai mon linge à repasser, il va être du temps passer le linge. Hein. Je ne peux pas rester debout, puis j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes, et avec mon mari que je suis bien. Vous savez, il était dur avec moi là, quand il était malade, parce qu'il faisait du sang. Puis il n'est pas comme moi, il n'est pas... Vous dites que quelquefois vous souffrez au point que vous en criez. Ah oui, l'autre fois j'en ai crié, hein. Puis j'ai appelé ma mère, hein. Tellement j'avais mal. Puis alors j'ai interrompu la donne. Mais c'est une douleur morale. Ah non, pas une douleur morale, psychologique. Oui, enfin psychique, oui. C'est pas
c'est pas physique. Ah non, c'est pas physique. C'est pas physique. Et puis je fais rien chez moi. J'ai fait une fois mon ménage et je m'en fous totalement. Hein. Pourtant, j'ai tant... Vous vous faites des reproches moralement? Pas du tout. Pas du tout. Oh, pas après tout, mon Dieu, j'ai rien fait de mal. J'ai jamais fait de mal à personne. Mais on m'en a fait, hein. Ah oui, on m'en a fait. Parce que justement, je suis trop sensible, on voit. Puis je pleurais, je pleure. Ah mais qu'est-ce que je pleure? Oh, j'arrête pas de pleurer. Avant, je ne pouvais pas pleurer quand j'étais ici. Exactement. Je souffrais le martyre. Hein, quand j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas pleurer. Ben là, je pleure. Et je pleure, et je pleure, et je pleure. Bon, bah écoutez, ça c'est une bonne chose. Ah bon? Non? Ben, je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez pas mieux après avoir pleuré, un peu détendu? C'est ça que je... Puis je veux rien foutre. Ouais, c'est ça, hein, le Je problème. ne veux rien faire. Je ne veux rien faire. J'ai mon linge à repenser. J'ai vu mon linge hier, mais j'ai mon linge à repenser. Puis, vous vous rendez compte, quelle joie, comme c'était extatique de repenser une linge, de faire à manger, de manger, de laver la vaisselle, oh la vaisselle, de laver par terre, oh vraiment c'est formidable, c'est extraordinaire. C'est ça la vie sur la terre? Oh, non, on entend passer l'arme à gauche, hein. Voilà, je vous invite maintenant à faire ce petit exercice de sémiologie ensemble pour essayer de comprendre quel est l'état mental dans lequel cette patiente se trouve. Elle est chez son médecin qui la connaît depuis 20 ans. Alors que peut-on dire des différents items que l'on a évoqués tout à l'heure? Commençons par les affects. Quels sont les affects, les émotions exprimées par cette patiente? Clairement, elle nous dit qu'elle pleure tout le temps. Elle a une humeur qui est clairement déprimée. Ça, je pense que pour tout le monde, ça ne fait aucun doute. Il y a un deuxième signe qui est présent, c'est l'anédonie. Elle nous dit qu'elle n'a envie de rien faire. C'est une ménagère, d'habitude elle fait son ménage et ici, ça ne lui dit plus rien. Elle ne le fait plus. Nous avons là les deux signes cardinaux de la dépression. C'est quoi ces deux signes cardinaux? C'est l'humeur déprimée et l'anédonie. Est-ce que pour autant cette patiente est dans un état de dépression majeure? Nous allons voir. Deuxième élément, avait-on dit, le contenu de la pensée. Alors que peut-on dire du contenu de la pensée chez cette patiente en ce moment? Clairement, si vous écoutez son discours, il y a quelque chose qui sonne à mes oreilles un peu du côté parano. Soit elle n'est pas, nous n'avons pas affaire à une patiente délirante paranoïaque, mais clairement, il y a ici des idées un peu, on va dire des idéations paranoïdes qui sont présentes chez la patiente. Il y a aussi une espèce de revendication dans son discours, même une certaine véhémence, voire même une certaine agressivité dans la manière dont elle s'exprime. Par contre, on est quand même très embêté parce qu'il y a des choses qu'on ne retrouve pas, qui d'habitude sont classiques dans la dépression, mais qu'on ne retrouve pas ici. Il n'y a pas de culpabilité ou de honte. Hein. Elle ne fait pas son ménage, mais je m'en fous, dit-elle. Hein. Et il n'y a pas non plus d'idéation suicidaire. Ça lui est demandé d'une manière un peu abrupte ici, mais on ne retrouve pas d'idéation suicidaire dans son discours. Et enfin, si on va voir le troisième item, le cours de la pensée, eh bien voilà quelqu'un qui, bien que déprimé, dirait-on, des affects, s'exprime avec un cours de la pensée qui est relativement fluide, peut-être même un léger relâchement dans des associations. Elle parle facilement d'une chose et puis de l'autre. En tout cas, ce n'est pas l'image de la patiente déprimée que vous et moi nous connaissons. Hein? D'habitude, le patient déprimé, il est ralenti. Hein? On parle de ralentissement psychomoteur. Ici, on ne retrouve absolument pas ce ralentissement psychomoteur. Alors, de quoi souffre notre patiente? Je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire parce que je vous invite à voir la deuxième séquence du film. Ça va nous aider à comprendre de quoi elle souffre. Intérieurement, vous vous sentez bien? Oui. Ouais. Bon. Je crois que ces sortes de médicaments me font vraiment du bien. Vous avez vraiment la pierre, vous allez toucher la pierre de, comment on dit là? Pierre d'achoppement.
pierre d'achoppement, vraiment. Alors là, ça va. Mais puis, voyez-vous, parce que je ne peux pas lire. Samedi, je vous ai vu, vous étiez en pleine forme, vous êtes parti chez vous. Ah ouais. Mais alors vraiment avec des projets, vous vouliez repasser, faire votre vaisselle, tout nettoyer chez vous. Bon, je retrouvais. Et alors, vous êtes tombé en effet sur votre mari qui, lui, il freinait des cas de fer. Mais quand je suis bien, on a qui veut me faire souffrir. Quand je suis bien, il dit que je suis malade. Bah, expliquez-moi ça. Il est égoïste. Si, il est égoïste surtout en amour. Ah oui, parce qu'à un moment, il n'était pas jeune homme. Oui. Ça lui est arrivé, alors j'en ai parlé au docteur Talon. Ah, il faut absolument que ce soit... Et maintenant, ça va. Mais vous savez comment je suis. Hein. Je suis une cérébrale, et puis c'est tout. Je suis pas sensuelle. C'est ça qui me reproche. Mais vous savez pas ce qu'il m'a dit, mon mari. Il est d'une bonté. Il est égoïste. Donc, tous les hommes sont égoïstes. Parce qu'ils ne comprennent pas les problèmes des femmes. Il y a des femmes égoïstes aussi. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a des femmes... Ah, c'est terrible. Non, oui, c'est celle qui aime un homme pour son âge. Comment peut... Attendez là, madame. Je dévie, là. Vous déviez. Qu'est-ce que je disais, au fait? Ah, c'est la mémoire. Hein. Oui, alors après, je m'en rappelle plus ce que je disais. Donc votre mari a la trouille que vraiment... oui, que je retourne là-bas. Non, mais que vous fassiez des bêtises. Voilà, alors ça le rend malade. Alors, il sent ça quand vous parlez trop, quand vous faites trop de choses. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous avez pu faire un peu de ménage? J'ai repassé mon linge. Alors, ça, c'est un très bon signe. Ah bon? C'est pas possible. Non, c'est vous qui me le dites. Ah oui, je voulais quelque chose. Je suis atroce, il a tellement j'ai eu la peine. Vous savez, il m'a pris à l'envers. Alors je lui dis, comment? J'ai rien dit, j'ai pensé, il ose me toucher. Et puis, il n'a pas d'affection de tendresse à moi. Ah non, ça va pas, ça. Hein. Je croyais, non, parce que peut-être que c'est moi, je ne sais pas lequel des deux qui aime le plus l'autre. Mais je crois que j'aime plus qu'il ne... Mais non, vous savez, qu'il soit plus jeune homme, il était complètement fou. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Eh bien, je reste encore. Vous restez encore? Oui, oui. Vous êtes encore un petit peu... C'est que je ne peux pas lire. Songeuse. Ah oui, il y a encore ceci. Ah, je ne peux pas lire. J'ai voulu lire un livre merveilleux, Famille chrétienne, celle qui est en face de moi, là, mais je ne peux pas lire. Hein. Je lis, j'ai lu, je ne me rappelle plus. Bon. Peut-être si j'aime lire, si j'aime la musique, si j'aime la vie. La vie est belle. Oh là là! Eh bien, nous revoilà avec notre madame quelques jours plus tard seulement, après la première séquence, et on voit que le tableau est quand même très différent de la première séquence. Reprenons notre analyse sémiologique. Que peut-on dire des affects? Ici, clairement, les affects n'ont plus rien à voir avec ceux de la première séquence. Rappelez-vous, la première séquence, les affects étaient déprimés, elle était anédonique. Ici, l'humeur est joyeuse, la vie est belle, oh là là, dit-elle. Elle n'est plus du tout anédonique. Madame, c'est une ménagère, elle a refait son linge. Elle reprend goût aux activités qu'elle fait habituellement. Elle n'est plus anédonique. Que peut-on dire du contenu de la pensée? Eh bien, tout comme dans la première séquence, on retrouve encore un peu les idéations paranoïdes. Hein, si je caricature, tous les hommes sont des salauds, sauf peut-être mon mari. Et puis les plus attentifs parmi vous auront certainement repéré aussi quelque chose dans le contenu de la pensée. Il y a une certaine désinhibition qui se pointe, sur la pointe des pieds, hein, je vous le concède, mais quand même, il y a une certaine désinhibition. Je la cite, hein, « Mon mari m'a pris à l'envers ». Bon, elle connaît son psychiatre depuis 20 ans, mais quand même, une dame de cet âge, utiliser ces mots, c'est quand même... ça signe peut-être quand même un début d'une certaine désinhibition. Et puis, si on va voir dans le cours de la pensée, il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus flagrant que dans la première séquence. C'est quoi? C'est la fuite des idées. Hein. On doit la recanaliser, son psychiatre doit la remettre sur le chemin de ses idées parce que ça va un peu dans tous les sens. Et elle dira d'ailleurs, mais vous savez, ma mémoire, est-ce qu'elle a des problèmes de mémoire? Est-ce qu'elle commence une démence d'Alzheimer? Pas du tout, hein, pas du tout. Les idées se bousculent tellement dans sa tête qu'elle ne sait plus focaliser son attention. Et donc, elle passe d'une idée à l'autre. Comme dans le discours, elle passe d'une idée à l'autre, eh bien, dans sa tête aussi, les idées se bousculent et ça passe d'une idée à l'autre. Alors, je pense que cette deuxième séquence nous invite vraiment
à faire un diagnostic ici. Je pense que cette deuxième séquence est beaucoup plus facile et beaucoup plus claire que la première. Dans cette deuxième séquence, on peut clairement dire que la patiente est dans un état que le psychiatre pourrait qualifier de hypomane. Alors, hypomane et pourquoi pas maniaque? Mais parce que hypomane, c'est un peu moins que maniaque. Elle est un peu too much, un peu trop. L'humeur est un peu enflée. Oh, la vie est belle, oh là là. Elle est un peu désinhibée. Elle parle beaucoup. Les idées se bousculent. Ça passe d'une idée à l'autre. Mais elle ne fait pas non plus des châteaux en Espagne. Il n'y a pas des projets pharaoniques. On n'est pas là-dedans. Donc, c'est un peu trop que la normale. C'est pour ça qu'on va dire hypomane. Et alors, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut comprendre alors la première séquence? Si la patiente est dans un état hypomane dans cette deuxième séquence, c'est qu'elle souffre d'un trouble bipolaire, d'une maladie bipolaire, maladie maniaco-dépressive, disait-on précédemment. Et alors dans la première séquence, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'était quoi le diagnostic? Dans quel état était-elle? On voit qu'on est entre deux chaises, en quelque sorte. On voit qu'on avait des symptômes de la dépression, souvenez-vous, l'anédonie, la tristesse, mais on voit qu'il se pointait aussi des symptômes au même moment, on les colle au même moment de la manie. Une certaine excitation, voire une certaine véhémence dans le discours, une certaine agressivité, des idées un peu parano qui étaient présentes. Donc chez la même personne, au même moment, on a des symptômes, on va dire, contradictoires, qui poussent dans un sens ou dans l'autre. C'est ce qui donne cette impression pratiquement d'irréalité. On pourrait même dire, n'est-ce pas une comédienne, de dire qu'elle souffre tellement et d'avoir une présentation qui ne ressemble en rien à ce que l'on trouve chez les personnes qui souffrent habituellement. Parce qu'elle se trouve dans cet état mixte entre deux chaises. C'est une patiente dont l'état peut bouger rapidement, l'état d'humeur peut bouger rapidement. Je vous invite à voir la troisième séquence qui n'est filmée que quelques jours plus tard. C'était la Pentecôte là ou l'Ascension? L'Ascension. Ah ouais, moi je mélange tout. Bon, alors, dernier, j'avais permission pour le week-end. Quand j'ai vu apparaître mon mari, j'étais bien depuis ce temps-là. Et puis jusqu'à samedi matin de l'Ascension. Voilà. Mon mari s'est levé, il a commencé à râler. Parce que j'étais bien. Bon, madame Elie, on va pas reprendre tout ça, vous m'avez parlé de tout ça par téléphone. Je voulais vous dire, vous avez pris combien de Tofranil hier soir? Hier, 6. J'en ai pris 3 le matin, 3 le soir. D'accord. Bon. Vous allez en prendre... Vous ne prenez pas de dépamide? Si. Bon, arrêtez le dépamide et passez à 8 Tofranil. À 8 Tofranil? 8. 4 le matin, 4 le soir, sans dépamide. D'accord? Et vous me téléphonez tous les jours. Bien. Vous essayez de me téléphoner tous les matins. On fait ça, il faut absolument arriver à... Je sais pas comment je suis venue. À virer, Écoutez, là je ne peux pas vous garder, j'ai pas de place. Est-ce que vous voulez que votre mari vienne vous rechercher, rester un moment ici ou... Oh, je viens de me débrouiller, je suis venue, il bien, je ne veux pas le déranger, pour Dieu. Il est malade quand je gémis. Oui, vous gémissez beaucoup, là je vous sentais hier tellement mal au téléphone. Votre mari, il travaille, il va bien. Oh, il va s'arrêter à ça. Comment? À sa retraite? Ouais, le 17 janvier 1988. Mais pas qu'il a plus, moi. Il est toujours debout, puis il en a du travail, puis il a voulu faire le jardin. Alors, je m'en fous du jardin, je m'en fous de la maison. Et ça, le temps, et puis on a une maison. Ouais, samedi, vous me disiez exactement le contraire. Que vous aviez fait, que vous avez travaillé d'arrache-pied, tout ça. Ah bah, j'ai fait ma gymnastique. Non, mais c'est pas ça, mais les questions de propreté. Ah non, j'ai rien fait. J'ai juste repassé mon linge dimanche après-midi. Bon, écoutez, on fait ça. Vous dormez bien en ce moment? Ah oui, je dors bien. Alors, 4 matins et 4 le soir.
Eh bien, on a du mal à croire que c'est la même personne, hein, que la séquence précédente, c'est exactement l'inverse. On voit maintenant que notre patiente de nouveau redéprime, alors qu'elle était au top, qu'elle était joyeuse, qu'elle refaisait ses activités, son ménage. Maintenant, il n'y a plus rien, elle est dans le fond du trou, hein. Elle est de nouveau très anédonique, il y a cette perte de plaisir pour les activités qu'elle fait habituellement, et son humeur est clairement déprimée à nouveau ici. Que dire du contenu de la pensée? Il n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment, hein. Donc c'est vraiment, il est marqué par le négativisme, par des idées nihilistes, hein. Parfois ça peut même aller chez certains patients jusqu'à des idées de mort, hein, qui peuvent être présents. Et quand on voit le cours de la pensée, je pense qu'il ne faut pas être spécialiste pour constater qu'il y a ce ralentissement psychomoteur, dit-on, donc à la fois au niveau psychologique, au niveau idéatoire, mais aussi au niveau moteur, hein, vous voyez sa gestuelle qui n'a rien à voir avec la gestuelle de la séquence précédente. Donc on est complètement dans un état différent. Et si vous avez été attentif, hein, vous voyez que son psychiatre dit, et samedi, vous me disiez exactement le contraire. Donc ça veut dire qu'en moins de 8 jours, cette patiente est passée d'un état vers un autre qui est complètement contradictoire. C'est ce qu'on appelle dans notre langage une cycleuse rapide, c'est-à-dire qu'elle présente un trouble bipolaire à cycle rapide. Ça veut dire qu'elle peut bouger extrêmement vite d'un état vers un autre et c'est parfois bien difficile de stabiliser ces patients. Petite parenthèse sur le traitement en passant, vous voyez qu'il disait combien de tofranil prenez-vous? 6, ben, prenez-en 8, tofranil antidépresseur tricyclique, donc il augmente la posologie de l'antidépresseur puisqu'elle est vraiment déprimée. Est-ce que vous prenez encore du dépamide? Oui, eh bien vous l'arrêtez. C'est un antipsychotique de première génération, un antipsychotique typique, qui tirait vers le bas, hein. C'est pour ça qu'il lui demande de l'arrêter. Heureusement, à l'heure actuelle, hein, nous avons les antipsychotiques atypiques, hein, qui ne tirent plus vers le bas, d'ailleurs, dont certains, hein, par exemple la kétiapine, a même l'indication dans la dépression bipolaire précisément, hein. Donc c'est parce qu'ils ne tirent plus vers le bas. Il ne nous dit rien, son psychiatre, d'un stabilisateur de l'humeur éventuel. On espère qu'elle en a un pour essayer de niveler un peu son état d'humeur et qu'elle ne passe pas continuellement, hein, en faisant du yo-yo comme ça d'un état vers un autre. C'est vrai que dans les cycles rapides, le plus indiqué, c'est l'acide valproïque en général. Et je vous invite pour conclure à voir une dernière séquence vidéo pour voir maintenant notre patiente. Et d'une façon générale, au fur et à mesure que la journée passe, que les heures passent, vous ressentez une espèce d'amélioration. L'après-midi. L'après-midi surtout. Mais le soir, non. Le soir, non. Avant, c'était bien. Oui, ça revient. Ça revient le soir. Le soir et le matin, mais l'après-midi, ça va mieux. Bon. Bien, bah écoutez, si jamais cet après-midi, ça va très fort et très bien, je passerai vous voir. Hein. Bien, docteur. De toute façon, je passerai vous voir cet après-midi. Ah bon. Voilà. Merci, bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous êtes mon petit docteur chéri. Au revoir. Je suis ravie. Comme vous voyez, elle va mieux. Hein, je crois que c'est assez évident. Pas besoin d'être spécialisé pour s'en rendre compte. Le problème, c'est qu'elle va quelquefois brutalement mieux et qu'on est obligé de parer aux excès inverses. Comme vous allez probablement le voir d'ici quelques heures ou quelques jours. Voilà, donc là, nous voyons dans cette dernière séquence notre patiente aller cette fois-ci tout à fait bien, avec une humeur qu'on pourrait qualifier de normale, des affects normaux, un contenu de la pensée qui est redevenu complètement normal et aussi un cours de la pensée qui est normal. Peut-être certains diront, est-ce qu'il n'y a pas une petite familiarité, effectivement, mon petit docteur chéri à la fin, bon, quand même, il faudrait voir s'il n'y a pas quelque chose qui se pointe légèrement du côté de l'hypomanie débutante. En tout cas, vous voyez dans les commentaires de son psychiatre que cette patiente est particulièrement instable et il s'attend à ce qu'elle puisse virer pratiquement d'un jour à l'autre. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Je vous invite vraiment à examiner vos patients sur le plan psychiatrique comme vous les examinez sur le plan internistique. Comme vous apprenez à palper un foie, eh bien, on apprend à analyser un discours en psychiatrie.
Et on doit s'intéresser, comme je vous l'ai montré, pour la sémiologie des troubles de l'humeur, à 3 aspects importants qui nous orientent dans le diagnostic et dans le diagnostic différentiel entre les dépressions unipolaires et les dépressions bipolaires. C'est quoi, je les rappelle, les affects, le contenu de la pensée et le cours de la pensée. Je vous remercie.